Pour parler de la démission du gouvernement, de la démission du Premier ministre, de la formation du nouveau gouvernement, nous avons le bonheur et la joie d'avoir aujourd'hui Dominique de Montvalon qui connaît extrêmement bien ce secteur des questions politiques, qu'il suit depuis longtemps, à la fois en tant que responsable du Parisien, du JDD et actuellement en tant qu'éditorialiste. Donc Dominique, une surprise pour vous ? Je dirais oui, parce que vous m'aviez interrogé dans le même cadre il y a une dizaine de jours et je vous avais dit, vous me demandiez quel sera le prochain Premier ministre, je vous avais répondu je n'en sais rien, je vous avais dit que j'étais un petit peu dans l'expectative et puis au bout du compte, il fallait quand même que je vous réponde et je vous avais dit, au bout du compte, je pense que le président va reconduire Édouard Philippe. C'est pas le cas. Donc je pense que ma surprise est la surprise de beaucoup de Français aujourd'hui, parce qu'Édouard Philippe a une image forte, une image structurée, et puis, même si ce n'est pas la fin de tout, des sondages qui sont positifs et même, je dirais, flatteurs. Donc, l'idée que le président choisisse à ce moment-là, à l'amiable, ça s'est passé, semble-t-il, de façon conviviale, sans drame, mais de se séparer de son Premier ministre, Édouard Philippe, pour le remplacer par un autre, déjà, c'est une première surprise. Et puis, la deuxième surprise, c'est le choix qu'il fait, hein. Jean Castex, c'est pas un inconnu, mais ceux qui le connaissent, il faut qu'ils soient quand même du monde politique au sens profond et étroit, hein. Le grand public, les Français, même moi jusqu'à une période récente, jusqu'à ce qu'il soit nommé pour gérer un peu le déconfinement, j'avoue que je ne le connaissais pas. Donc il y a un pari. Un élu local, quelqu'un qui est implanté localement. C'est quelqu'un d'intéressant parce que c'est à la fois, pour reprendre une expression des débuts de la Ve République, de l'époque gaulienne, c'est ce qu'on disait beaucoup à l'époque de certains, pas de tous, un grand serviteur de l'État. Je pense qu'on peut appliquer à Jean Castex cette expression, un grand serviteur de l'État. Et en même temps, donc c'est très macronien, le vocabulaire au moins, c'est un élu local de Prades, dans les Pyrénées-Orientales. Les Français vont découvrir, parce qu'ils ne le connaissent pas encore très bien, assez vite, et même vite, son accent qui n'est pas parisien. Ouais, la normalité parisienne va être battue en brèche. Et puis, il a la réputation d'aimer le terrain, d'avoir une aptitude à l'empathie. Beaucoup plus qu'Édouard Philippe. Probablement chacun son registre. Je ne veux pas trop rentrer. D'abord, je veux pas rentrer dans ce type de comparaison parce que d'abord, je vais comme tout le monde apprendre à le connaître. C'est quand même pas rien de devenir Premier ministre et de diriger une équipe gouvernementale quand c'est la tempête économique et sociale qui souffle et qui se profile très vite, si elle n'est pas déjà là. Alors j'attends de voir. Et puis je pense que ces deux personnalités fortes. Je vous dirais volontiers, en laissant Édouard Philippe pour l'instant de côté, que c'est un sacré défi pour lui, c'est un sacré défi pour le président de l'avoir nommé à ce poste, mais il peut être une surprise. Il peut à son tour, comme Édouard Philippe, qui était connu de personne il y a 3 ans, ou de pratiquement personne en dehors du Havre il y a 3 ans, il peut être à sa façon assez différente de celle d'Édouard Philippe, une surprise et un personnage qui compte. Le paysage politique bouge, c'est clair. Et la situation ne fait que s'aggraver pour le moment, enfin, sauf l'épidémie qui recule, mais je parle de la situation économique, le nombre de chômeurs, l'horizon, dette, c'est catastrophique. J'espère que quand vous dites catastrophique, les faits ne cautionneront pas votre adjectif qui nous angoisse quand on l'entend. Mais elle est, alors moi je vais faire dans l'euphémisme, elle est extrêmement préoccupante. Enfin bref, pour être plus direct, on se souvient qu'Édouard Philippe et son ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui sera peut-être ou probablement reconduit dans ses fonctions, on va voir quand le nouveau gouvernement sera constitué, avait fait des références au lendemain de la dernière guerre mondiale et même aux années 30. Et même aux années 30. Donc nous sommes dans une situation, notre force en France, c'est l'entente franco-allemande qui s'est resserrée. C'est pas suffisant, mais c'est capital, parce que si elle n'était pas au rendez-vous, ce serait catastrophique pour le coup. Mais on va vers de très très grosses turbulences. Il ne va pas conduire le char de l'État, le nouveau Premier ministre, par temps calme. Ça va turbuler. Alors le président Macron a choisi donc de changer d'équipe à 2 ans des présidentielles.
Est-ce que cette façon de faire, de changer l'équipe pour se renouveler soi-même, c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une fausse bonne idée ? Je ne veux pas vous donner le sentiment de la dérobade. Écoutez, on va voir. Je pense qu'aujourd'hui, les Français qui commencent, au moment où nous parlons, à apprendre qu'il y a un nouveau Premier ministre, à l'entreapercevoir et qui vont apprendre à le connaître, qui ne savent pas encore quelle sera la composition du gouvernement, la structure du gouvernement et véritablement les objectifs, les Français sont un peu interloqués de cette situation. Il y a des précédents de remplacement de gouvernement pour se relancer par un inconnu comme Premier ministre. Je pense quand même que la situation, vous avez dit vous-même qu'elle était... l'horizon était noir, je vais dire ça comme ça. Donc là, on est quand même dans une situation qui, historiquement, est presque sans précédent, en tout cas sous la Ve République. Économiquement et socialement, ça va bouger énormément. Mais d'une certaine manière, alors... Sous un autre angle, je me hasarde à un parallèle. Alors, ça nous remonte en arrière, les plus jeunes n'ont pas connu ça, mais lorsque Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, avait choisi, lorsque Jacques Chirac avait à l'époque claqué la porte de Matignon, ce qui n'est pas le cas d'Édouard Philippe aujourd'hui. Il ne claque pas la porte, il s'en va, parce qu'on le lui a demandé, c'est différent. Mais il avait choisi de faire appel à Raymond Barre. Raymond Barre, c'était l'inconnu parfait. J'ose pas dire que c'était le Jean Castex de l'époque, j'exagère un peu parce qu'il était commissaire européen, mais quand même, il y avait de ça. Il était hors du champ des partis traditionnels et du jeu habituel de la vie politique. En cela, il y a une certaine comparaison. Alors, si la comparaison a sa part de vérité, c'est un pronostic flatteur pour Jean Castex, parce que Raymond Barre a suivi son chemin et est allé assez loin. Nombreux sont ceux qui pensent aujourd'hui qu'Édouard Philippe est maintenant dans une position qui lui sera plus favorable personnellement s'il a des ambitions présidentielles, parce qu'il part avec un très bon score de popularité. Ah oui, alors là, c'est une situation extraordinaire. C'est une situation extraordinaire au sens strict. Je pense que son tempérament et le bon sens et son intérêt font qu'on s'apercevra que Édouard Philippe jouera jusqu'au bout le jeu de la loyauté vis-à-vis du président qu'il a fait Premier ministre. C'est ce qu'il a affiché. Je dis, c'est son tempérament, c'est comme ça que les Français l'ont perçu, et c'est en plus son intérêt. Mais il est d'ores et déjà devenu un personnage absolument central de la scène politique. Il s'en va... les premières minutes, quand on a appris qu'il s'en allait, on a vu, et pas toujours de ses amis, même d'ailleurs, des félicitations, des remerciements, enfin il y a quand même, c'est quand même extraordinaire. Il s'en va pas par la porte dérobée avec un bilan négatif. Il a des sondages, vous l'avez dit, qui sont impressionnants. Et il va être une référence de la vie politique, parce que se hisser à ce niveau-là, c'est pas donné à n'importe qui. Il va être une référence de la vie politique, et d'une certaine manière, pas Valéry Giscard d'Estaing, ne revenons pas en arrière, Emmanuel Macron et Jean Castex vont devoir faire avec. J'hésite parce que c'est trop facile, mais est-ce qu'il sera un peu la statue du commandeur au Havre ? En tout cas, il sera une référence. Et alors, c'est ce que vous aviez l'air prudemment de suggérer. Est-ce que plus tard, ça pourrait aller au-delà ? Vous savez, en avançant, l'ambition vous vient, mais ça dépendra du contexte. En tout cas, il a une tête de président possible pour plus tard. On peut dire que Jean Castex n'est ni plus à droite ni plus à gauche qu'Édouard Philippe. Non. D'ailleurs, ils ont comme racine le même parti, les Républicains. Il passe, c'est comme ça que l'Élysée le décrit, et puis c'est d'ailleurs vrai dans le cas précis, il passe pour ce qu'on appelle un gaulliste social. Il a travaillé avec Xavier Bertrand, donc il est de cette aile, alors, je ne peux pas dire si c'est l'aile gauche, mais l'aile sociale d'un parti, les Républicains, qui comprend plusieurs sous-familles. Donc, voilà, ils sont tous les deux en commun la référence gaulliste qu'ils revendiquent l'un et l'autre. Voilà, au minimum, au moment où nous parlons,
Et on verra ce que, dans le discours de politique générale de Jean Castex, ce qu'il propose, le ton qu'il emploiera, mais aussi les priorités concrètes quand il va s'adresser aux députés. C'est ça qu'on va attendre, hein, au-delà des interventions à la télévision, devant les médias. Ils ont en commun le gaullisme, certainement un grand sens de l'État, mais dans le cas de Jean Castex, sous réserve de le vérifier, une plus grande capacité à l'empathie et surtout, pour rester sur le terrain politique, plus le sens de ce qui pourrait conduire le gouvernement à accentuer la décentralisation, alors que jusqu'à maintenant on s'est aperçu, y compris dans la crise du Covid, qu'un État fort ça compte, mais un État obèse et qui prétend tout régenter, ça devient insupportable pour beaucoup de Français. Pensez-vous que Emmanuel Macron l'a choisi pour pouvoir impulser directement sa politique sans passer par un Premier ministre comme Édouard Philippe, dont on a dit qu'il freinait à droite ou à gauche, de ci, de là? Ils avaient deux tempéraments différents, mais est-ce qu'on saura plus tard quelle a été la véritable histoire des rapports? Forcément, ça viendra, mais c'est très secret, hein. C'est très secret. Peu de choses ont transpiré. La véritable histoire des relations des deux hommes. Mais ça n'a quand même pas été conflictuel. Il y a eu des éléments, par exemple, lors de la réforme des retraites, que le président Macron veut relancer, hein, mais sur des bases un peu différentes. L'âge pivot, hein, c'était la volonté d'Édouard Philippe. Et aujourd'hui, il n'est plus question de garder l'âge pivot dans une retraite un peu amodiée, un peu, pas qui ne disparaisse pas, mais qui ne peut pas être le décalque de celle qui avait conduit à tant de manifs. Et c'est peut-être été, pour Édouard Philippe, quelque chose de pas admissible, voilà, sans gravité, mais pas admissible. Ça va être intéressant de voir ce que dira sur ce terrain-là, notamment un Jean Castex. Mais bon, quand vous me posez la question, ça renvoie, je le ressens comme ça, et je me pose moi-même la question, c'est il faudra bien, il faudra bien que Emmanuel Macron nous dise sa part de vérité sur les relations qui ont été les siennes avec Édouard Philippe et sur les motifs de son éviction. En tout cas, c'est une éviction sans drame, hein. Il l'a couvert d'éloges et il ne manquera pas de le refaire à nouveau. Mais les Français, on le disait il y a quelques minutes, quand même sont interloqués, hein. Un homme qui avait marqué de son empreinte à ce point la vie publique, qui était reconnue dans les sondages et reconnue au sein du Parlement, quand même, il va falloir que le président s'explique. Oui, mais le Premier ministre commençait à lui faire beaucoup d'ombre aussi. Alors, le Premier ministre commençait... Il y a deux choses contradictoires, mais qui ont peu pesé de la même façon. D'abord, le Premier ministre pouvait, sinon lui-même, en tout cas, toute la structure gouvernementale qu'il portait, qu'il dirigeait, commençait peut-être à donner des signes d'usure. Ça ne porte pas sur Édouard Philippe lui-même, mais je veux dire, par exemple, très concrètement que les dernières élections municipales ont été catastrophiques pour la République En Marche. Ayons ça en tête. Alors, est-ce que c'est la faute d'Édouard Philippe? Non. D'ailleurs, il ne faisait pas partie de la République En Marche, et puis ce n'était pas lui qui était chargé de gérer ça. Mais bon, enfin, il y a quand même des problèmes. Et alors, l'autre aspect, qui est beaucoup plus délicat, potentiellement plus explosif, est-ce que, pour reprendre votre formule, est-ce qu'il commençait à inquiéter le président, à lui faire de l'ombre? C'est vrai. Pour l'instant, on était dans une situation où, dans les sondages, le Premier ministre était à un niveau élevé, continuait de grimper et distancé, non, pas effondré, mais distancé nettement, le président était derrière. Dans la logique de la Ve République et dans la logique du personnage d'Emmanuel Macron, ça pose problème. Encore faut-il expliquer aux Français. On peut aussi reprocher à Édouard Philippe d'être arrivé avec une idée toute faite et qu'il avait bien en tête, celle de réduire la vitesse sur les routes départementales de 90 à 80, ce qui a commencé à énerver beaucoup de monde, et ensuite d'avoir persévéré avec l'augmentation du prix de l'essence, ce qui a mis le feu aux poudres. Vous avez tout à fait raison d'évoquer ça. Vous avez tout à fait raison d'évoquer ça parce que les 80, restons sur les 80 km/h qui sont dans la tête de tous les Français aujourd'hui. C'était un moment où Édouard Philippe a fait qui était très loyal, très, entre guillemets, de façon républicaine, très obéissant, hein, très dans la logique du tempo que donnait l'Élysée,
a voulu marquer, a voulu de son empreinte l'action gouvernementale. Et il l'a revendiqué d'autant plus, c'était d'ailleurs loyal de sa part, que tout le monde sait que le président n'était pas un avocat de ces 80 km/h. Alors, vu de l'extérieur, quand on entend ça, on dit qu'est-ce que c'est les Français qui se battent à propos. Mais quelquefois, c'est la vie. C'est la vie. Cette histoire de 80 km/h surgit du ciel, de n'importe où, et qui contrariait la vie quotidienne des Français, ça a beaucoup pesé. Alors ça, vous avez raison, j'ai dit beaucoup de choses positives sur le compte de l'action du Premier ministre, mais ça, par exemple, symboliquement, ça fait partie, il n'y a pas que du positif, hein, c'est partie des choses que les Français n'ont jamais compris et, ajoutons-le, n'ont jamais admis. D'autant plus, ça aurait pu être discuté, mais ça surgit un jour, il n'y a eu aucune concertation, on n'a pas non plus décidé, ce qui aurait été possible, d'adapter ça selon les territoires, selon les départements, selon les routes. Enfin bon, on ne va pas rentrer plus avant ça. Donc ça a beaucoup marqué, puisqu'effectivement, Édouard Philippe a dit « ça, c'est moi ». C'est moi, mais ça n'a pas été compris. Oui, c'est vrai. Le bilan d'Édouard Philippe est celui qu'il partage avec Emmanuel Macron, avec de temps à autre des décisions personnelles qui ont pu amener une certaine irritation au lieu et une grande irritation chez les Français. Ça fait partie de ces décisions assénées d'en haut qui font la différence entre, par exemple, l'Allemagne et la France dans la gestion de la crise du Covid, de la pandémie. Les Allemands s'en tirent beaucoup mieux avec 4 fois moins de morts, des dépenses identiques pour l'hôpital, dans le budget de l'État, et des résultats en France beaucoup plus catastrophiques. Pourquoi ? Simplement pour ce genre de choses. Tout doit venir d'en haut. Oui, je n'ai rien à dire quand vous parlez de l'Allemagne, parce qu'entre autres, je sais que vous êtes un expert respecté, pas seulement par moi, notamment de l'Allemagne. Non, mais je partage totalement votre point de vue. Alors, attendez, ce qu'on va dire, c'est qu'il y a 2 histoires, celle de l'Allemagne et de la France, qui sont évidemment totalement différentes. Mais alors, je laisse de côté, donc je vous laisse, si je puis dire, si je puis me permettre, l'Allemagne, mais je vais vous dire que la France, elle est la France jupitérienne. Hein, elle est devenue caricaturale. Ça craque de partout parce que y a pas de souplesse régionale, départementale. On ne va pas créer des Länder en France, c'est pas notre registre. Mais alors de là à avoir l'État tout-puissant, et alors, comme vous l'avez dit, en prenant cet exemple des 80 km/h, mais il y en a, et aussi de la gestion du Covid, il y a plein d'exemples qui abondent et qui s'accumulent. Ça tombe brusquement. Et les Français en sont insupportés. Alors, s'il doit se passer quelque chose, on va voir. On va voir quelles sont les nouvelles inflexions d'Emmanuel Macron et quelles sont aussi ce que va vouloir porter le nouveau Premier ministre. On ne va pas être dupe, ça ne va pas être la révolution, mais quand même, plus de décentralisation, il y a de la marge, hein, plus de décentralisation et les Français s'en porteraient beaucoup mieux. Trop de choses qui tombent comme ça, brusquement, d'en haut, et ça devient exaspérant. Est-ce qu'on peut imaginer que dans quelque temps, Jean Castex sera lui aussi davantage populaire que le président ? Attendez, moi je vais vous dire, je suis la politique, comme vous le savez, depuis très longtemps. On est dans une séquence où il faut jurer de rien, parce qu'il se passe... Je ne parle pas seulement depuis 3 jours, ni depuis 3 mois, mais c'est une séquence dans laquelle tout bouge et les choses les plus invraisemblables deviennent possibles ou vraisemblables, ou réelles parfois. Bon, deuxièmement, ça c'est une première chose. Donc je me méfie de pronostics que je pourrais faire. Mais je vais répondre quand même à votre question. Et la deuxième chose, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui se profile à l'horizon, c'est une crise économique et sociale d'une gravité considérable. Combien y aura-t-il de dépôts de bilan ?
les Français aujourd'hui, j'en parle à mon aise parce que ça compte aussi, même pour la vie quotidienne des Français, mais les Français aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est des réponses à des questions aussi simples mais décisives. Est-ce que j'aurai un emploi? Est-ce que mes enfants auront un emploi? Qu'est-ce qu'il en sera côté salaire? Donc, dans un monde comme celui-là, où tout bouge et tout devient imprévisible, etc., et on l'a déjà vu à plusieurs reprises, plus un horizon de cet ordre-là, je dirais prudence dans le pronostic. Mais je ne veux pas fuir votre question. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'objectif, même en rêve, de Jean Castex, c'est de devenir aussi populaire qu'il ne crachera pas dessus si ça arrive, que Édouard Philippe. Mais son objectif raisonnable, je pense que c'est un homme raisonnable, on verra pour le reste, c'est de tenir la barre et que le bateau tienne l'eau. Hein, le reste sera donné éventuellement plus tard par surcroît. C'est pour ça que, en fait, cette notion de stabilité qui serait nécessaire dans une période comme celle-là fait que le départ d'Édouard Philippe est peut-être ressenti encore comme un facteur déstabilisant. D'avoir le même Premier ministre dans l'épreuve, peut-être que c'est plus rassurant. Même si ça contrarie Emmanuel Macron. Je partage cet aspect de l'analyse que vous faites. Je vous redis volontiers que beaucoup de Français vont attendre pour voir et pour se faire une idée. Mais aujourd'hui, ils sont interloqués. La majorité des Français ne s'attendaient pas. Ils ont un regard vis-à-vis du monde politique qui est distancié et critique, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, bon. Mais les Français. Mais ils ne s'attendaient pas au départ d'Édouard Philippe. Et au fond, ils s'étaient accoutumés à ce personnage dont ils ne savaient rien au début, mais dont ils appréciaient, et dont ils apprécient toujours aujourd'hui, la stature, comment dirais-je, le côté rassurant, un certain humour, et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, je le redis volontiers, dans un contexte aussi difficile, la façon dont, au fil des mois, sans taper du poing sur la table, il a conquis une majorité disparate et hétéroclite, je parle de l'Assemblée nationale, du Parlement notamment, de l'Assemblée nationale, c'est une performance. Alors, peut-être, on va voir, mais c'est un gros défi pour Jean Castex, hein, et pour Emmanuel Macron aussi. Peut-être que les Français vont se dire, mais pourquoi on l'a fait partir ? Comme si on n'avait pas déjà des motifs d'incertitude suffisants, et lui, il tenait la barque. Donc, il faut que le successeur tienne au moins aussi ferme à sa façon, avec un accent différent, venu des Pyrénées-Orientales, la barque. On va voir, mais c'est le point d'interrogation du moment. Oui, et ça va nous donner l'occasion de nous revoir rapidement. Très volontiers. Donc je vous dis à bientôt, Dominique de Montvalon, et également à bientôt, chers téléspectateurs. Merci.